Bonjour, dans cette vidéo on va aborder ensemble les outils de synchronisation et de transmission de messages disponibles dans un noyau temps réel. Donc il s'agit des sémaphores comme outil de synchronisation et des files d'attente comme outil de partage des données entre tâches. Donc concernant le sémaphore, une sémaphore ou un sémaphore, parmi les choses qu'ils permettent de faire, c'est l'exclusion mutuelle entre tâches pour protéger des sections de code critiques pour ne pas que deux ou plusieurs tâches y accèdent en même temps. Donc ça permet de faire l'exclusion mutuelle entre tâches. Ça permet aussi de contrôler l'accès à des ressources partagées. Si on a un afficheur qui est partagé par deux ou trois tâches, ça permet de contrôler l'accès à cet afficheur ou une interface de communication série. Et ça permet encore la synchronisation des activités entre deux tâches. Ça veut dire le démarrage d'une tâche donnée sera activé par la fin d'une autre tâche. Donc ça c'est un exemple de synchronisation. Donc en résumé, on peut dire que le sémaphore peut être considéré comme une clé. Donc si la clé est actuellement utilisée par une tâche, les autres tâches qui demandent cette clé seront suspendues et mises en attente jusqu'à la libération de la clé, c'est-à-dire la libération du sémaphore par la tâche qui l'utilise. Donc dès qu'une tâche prend un sémaphore, c'est comme s'il va prendre cette clé. Et si une autre tâche demande à travailler avec ce sémaphore, il doit attendre qu'il soit libéré par la tâche qu'il utilise. Donc, comme on a vu avant pour la création des tâches, donc on a vu que cette création revient à la création d'une structure de données qu'on avait appelée TCB, Task Control Block, qui contient toutes les ressources nécessaires à la gestion de la tâche, y compris un identifiant unique, une priorité, l'état de la tâche, son contexte, c'est-à-dire le compteur programme, le pointeur de pile. Alors c'est le même principe pour un sémaphore. En fait, la création d'un sémaphore revient à la création d'une structure de données, donc on appelle SCB pour sémaphore control block, qui contient l'ensemble des ressources propres au sémaphore, y compris un identifiant ou un nom pour la sémaphore, la valeur de la sémaphore. Donc cette valeur elle peut être booléenne, et là on parle de sémaphore binaire, c'est-à-dire elle peut contenir soit 0 soit 1, ou un compteur. On parle de sémaphore à compte, et là il contiendra par exemple le nombre de ressources qui seront disponibles. Donc toujours pour le SCB, donc il contiendra comme j'ai dit un identifiant pour le sémaphore, la valeur du sémaphore qui peut être binaire ou à compte, et une liste d'attente du type first in first out ou ordonnée par priorité en fonction du noyau. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans cette file d'attente? Ce sont des tâches qui seront bloquées en attente que le sémaphore se libère. Donc si une tâche demande à utiliser un sémaphore et trouve que ce sémaphore est occupé, donc elle est inclus dans cette liste d'attente qu'on appelle Task Waiting List. Donc voilà pour la structure SCB correspondant à la sémaphore et qui sera créée avec le sémaphore. Alors maintenant on va se concentrer sur les deux types de sémaphores, à savoir le sémaphore binaire et le sémaphore à compte. Alors concernant le sémaphore binaire, qui sera le sujet des TP réalisés avec un FreeRTOS, il peut avoir comme valeur soit 0, soit 1. 0, ça veut dire le sémaphore est indisponible. 1, ça veut dire le sémaphore il est disponible. Donc, on peut résumer les opérations qu'on peut réaliser avec ce diagramme d'état. Donc, un sémaphore il peut être initialisé
avec la valeur 1, donc initialement disponible, ou il peut être initialisé avec la valeur 0, c'est-à-dire initialement indisponible. S'il est initialisé avec la valeur 1, c'est-à-dire initialement disponible, available, ce qu'on peut faire, on peut acquérir ce sémaphore. C'est-à-dire une tâche peut demander à acquérir ce sémaphore. Une fois c'est fait, le sémaphore devient indisponible. On attend que cette même tâche qu'il a acquis, on attend que cette tâche le libère, release. C'est-à-dire, au fond, un sémaphore, qu'est-ce qu'on va faire? On va le créer, on va l'initialiser, soit à 1, soit à 0, et après on va travailler avec. Et c'est quoi travailler avec le sémaphore? C'est quoi? C'est soit acquérir le sémaphore si il est libre, et après le libérer. Donc voilà, donc si par exemple j'ai une ressource, je veux partager cette ressource, je vais lui associer à un sémaphore une clé. Alors si la ressource est libre, ça veut dire le sémaphore il est à 1. Donc ça veut dire la tâche, n'importe laquelle des deux tâches peut prendre ce sémaphore, acquire. Une fois, par exemple la tâche 0 prend le sémaphore correspondant à cette ressource, elle peut travailler avec. En même temps, si une autre tâche veut travailler avec cette ressource, elle demandera le sémaphore qui lui est associé. Il va trouver à ce moment-là qu'il est occupé, donc il va entrer dans la file d'attente pour attendre que la tâche 0 libère le sémaphore correspondant à cette ressource et ainsi donne la main à la tâche 1. Donc, parmi les applications dans lesquelles on peut utiliser un sémaphore binaire, c'est l'exclusion mutuelle qui consiste à utiliser un sémaphore binaire ou mutex pour empêcher deux tâches T1 et T2 d'exécuter en même temps par exemple une section critique du code ou d'accéder simultanément à une variable partagée. Donc voilà un exemple. Donc là c'est la section de code critique qu'on doit protéger pour que les deux tâches n'y accèdent pas en même temps. Donc on va associer à ce code critique un sémaphore SF1 qu'on a initialisé à 1. C'est-à-dire initialement le sémaphore est disponible et n'importe quelle tâche peut accéder au code critique. Les deux tâches démarrent, supposons que c'est la tâche 2 qui demande à accéder en premier à l'exécution de ce code ou à cette variable par exemple. Donc il va demander l'accès à la variable. Il va trouver que le sémaphore il est 1, donc disponible, donc il va le prendre. Une fois elle a accès à ce code, le sémaphore est devenu indisponible, c'est-à-dire égal à 0. Si en même temps, la tâche 1 demande à accéder à ce code critique, elle va trouver que le sémaphore associé il est égal à 0, l'accès sera refusé et sera mis en attente. En attente de quoi? En attente que la tâche 2 finisse d'exécuter ce code critique ou d'utiliser cette variable partagée. À ce moment-là, elle va libérer le sémaphore associé, ce qui impliquera l'incrémentation de ce sémaphore qui deviendra égal à 1. Et à ce moment-là, la tâche 1 pourra accéder à F1 en prenant à son tour le sémaphore. Donc voilà un exemple de diagramme d'état pour l'exclusion mutuelle. Maintenant, concernant les sémaphores à compte, donc ce type de sémaphore permet de gérer l'accès à une ressource limitée dans le nombre. Donc comme par exemple, on a 3 interfaces de communication de série et on désire gérer l'accès à ces 3 interfaces. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un sémaphore à compte et on va initialiser son compteur SN, sa variable, son compteur SN, avec le nombre de ressources disponibles. Ou dans notre cas, on va l'initialiser à 3. Puisqu'on a, exemple, 3 interfaces série disponibles. Donc, il est à noter qu'un sémaphore à compte avec une ressource unique est appelé mutex.
Et après, il y aura une liste d'attente qui est associée à ce sémaphore à compte, qui est initialement vide. C'est-à-dire il va être rempli par les tâches qui trouveront qu'aucune ressource n'est disponible. C'est-à-dire que le sémaphore à compte est devenu égal à 0. Donc, les opérations possibles sur un tel sémaphore, c'est la prise du sémaphore, P pour pend, c'est-à-dire on demande la ressource, pour demander la ressource, pour prendre le sémaphore. Si on trouve que le compteur est différent de 0, on peut prendre le sémaphore. Et la deuxième fonction, ou la deuxième opération possible, c'est la libération de la ressource, ça veut dire le relâchement du sémaphore, la libération du sémaphore. Donc, V. Donc, ce diagramme d'état résume les opérations possibles. Donc, on peut initialiser le sémaphore à compte en initialisant sa variable, par exemple, une valeur supérieure à 0 ou égale à 0, ce qui est rare. Donc, on va l'initialiser avec une valeur supérieure à 0. Par exemple, dans notre tâche, il va être initialisé à 3. Dans notre exemple, il va initialiser à 3 parce qu'on a 3 ressources disponibles. Donc, si une tâche T donnée veut acquérir une ressource, il exécute la fonction acquire. Donc, à ce moment-là, elle va prendre la ressource et il va décrémenter le compteur. C'est-à-dire, il va prendre la première interface disponible, le compteur sera décrémenté, il deviendra 2. Si une autre tâche demande à utiliser une autre interface série, là aussi, il va exécuter la fonction acquire, le compteur sera décrémenté et deviendra égal à 1. À chaque fois qu'une des deux tâches précédentes libère la ressource, c'est-à-dire il va libérer l'interface série, le compteur sera incrémenté de 1. Et ainsi de suite. Quand une tâche demande une ressource, le compteur est décrémenté. Quand cette même tâche libère la ressource, le compteur est incrémenté. Alors, quand il n'y a plus de ressources disponibles, automatiquement, le compteur deviendra égal à 0 et les ressources deviendront indisponibles. Donc voilà, grosso modo, le principe de fonctionnement de base, aussi bien des sémaphores binaires ou des sémaphores à compte. Maintenant, du point de vue pratique, si on considère le noyau réel FreeRTOS, la mise en œuvre des sémaphores passera généralement par 3 principales étapes. Donc, on doit commencer d'abord par déclarer, créer et initialiser le sémaphore. Une fois c'est fait, donc là, ça va être dans la partie initialisation du programme. Une fois c'est fait, maintenant, à l'intérieur des codes de la tâche, c'est à eux de demander ou de libérer le sémaphore en fonction du besoin. Et bien sûr, on pourra avoir besoin de supprimer un sémaphore. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord on doit inclure la bibliothèque donnant accès aux fonctions des sémaphores. Et la bibliothèque dont il s'agit, c'est sémaphore.h. Donc, on doit l'inclure. Une fois on l'a inclus, donc avant de créer ou d'initialiser le sémaphore, quand je dis créer, c'est-à-dire créer le SCB correspondant, c'est-à-dire sémaphore control block. Donc avant de le créer, on doit le déclarer d'abord. Donc le déclare comme un objet de type sémaphore handle. Donc ici j'ai déclaré la sémaphore SEMT1. Une fois déclarée, maintenant je peux la créer. Donc je vais la créer soit avec xSemaphore create binary ou xSemaphore create mutex. Alors si je la crée avec xSemaphore create binary, donc elle sera initialement créée indisponible, ça veut dire elle sera initialement à 0. Maintenant, si je veux demander une sémaphore, la fonction, la demande qui est une demande bloquante, donc ça veut dire si la tâche trouve que la sémaphore est indisponible, il va se bloquer et entrer dans la liste d'attente en attendant que le sémaphore se libère. Donc c'est la fonction xSemaphore check. On indique le sémaphore qu'on désire acquérir et le délai d'attente. Et quand on veut libérer un sémaphore, c'est xSemaphore give. On indique le sémaphore qu'on veut libérer.
dernière fonction qu'on va aborder, c'est comment supprimer un sémaphore. Ça veut dire supprimer le SCB correspondant et libérer la mémoire, c'est V sémaphore delete, et on indique le sémaphore qu'on veut supprimer. Donc, on va appliquer ces fonctions-là avec deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est la synchronisation de deux tâches avec deux sémaphores. Donc, on va considérer, par exemple, deux tâches P1 et P2 qu'on désire synchroniser. Alors, le graphe de dépendance sera le suivant, par exemple, ça veut dire la fin de P1 va déclencher le début de P2, et la fin de P2 va déclencher le début de P1. Donc ça, c'est le graphe de dépendance. Donc pour la synchronisation de ces deux tâches, on va leur associer deux sémaphores. Une sémaphore 1 qui sera associée à la tâche P1 et une sémaphore 2 qui sera associée à la tâche P2. Donc on va les déclarer, on va les créer. Supposons qu'on va les initialiser tous les deux à 0. Donc là, pour démarrer la tâche P1, donc il va demander la sémaphore qui lui correspond. Take. Donc puisque la sémaphore a été initialisée à 1, il ne pourra pas l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'il est non disponible. Il est à 0. La même chose pour P2, si elle désire par exemple acquérir sa sémaphore correspondante qui lui a été associée, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle est initialement elle est écrite à 0, donc indisponible. Là on se retrouve avec ce qu'on appelle un interblocage entre les deux tâches. C'est-à-dire P1 elle va attendre que P2 libère cette sémaphore, et P2 elle va attendre que P1 libère cette sémaphore. Alors pour éviter cet interblocage et avoir la synchronisation qu'on désire, par exemple on désire débuter par P1, donc on va initialiser la sémaphore à 1, SEM1, au lieu de l'initialiser à 0. Donc à ce moment-là, même si P2 démarre en premier et désire acquérir la sémaphore 2, il ne pourra pas, puisqu'il va la trouver indisponible. Donc à ce moment-là, on va obligatoirement démarrer par P1 parce que c'est elle qui pourra prendre acquérir la sémaphore correspondante. Donc voilà, elle va acquérir SEM1 et elle va commencer l'exécution. À la fin de son exécution, elle doit libérer SEM2 pour donner la main à P2, donc give. Donc à la fin de P1, on va libérer SEM2 avec X sémaphore give SEM2. Donc SEM2 deviendra égal à 1, et à ce moment-là, P2 pourra la prendre. Pendant que P est en train d'être exécuté, P1 ne peut plus être exécuté parce que elle n'a pas encore libéré SEM1 et aucune autre tâche ne l'a encore libéré. Donc il va attendre la fin de P2 pour libérer cette fois SEM1. Et le graphe de dépendance va continuer. Donc P2 va libérer SEM1, P1 pourra la prendre, pourra l'acquérir. La fin de P1 libère SEM2, P2 pourra l'acquérir et débuter, ainsi de suite. Voilà comment on a réalisé cette synchronisation et ce graphe de dépendance avec deux sémaphores. Maintenant, comment le mettre en œuvre avec FreeRTOS? Donc, comme on a dit, la première étape, on doit inclure la bibliothèque correspondante. Après, on doit déclarer les deux sémaphores comme des objets sémaphore handle. Après, dans la partie setup ou la partie initialisation, on va créer les deux sémaphores et on va initialiser, vous vous rappelez, on va initialiser SEM1 à 1. Donc on va give, donc on va libérer la sémaphore 1. Parce que la création, ça implique que les deux sémaphores sont indisponibles. Donc pour rendre SEM indisponible égale à 1, on va la libérer avec give. Donc, cette procédure de création et d'initialisation a permis de créer SEM2 et de la laisser initialiser à 0 et de créer SEM1 et de la remettre à 1. Maintenant, on va créer le code des deux tâches. Donc, task 1 et task 2, vous remarquerez qu'ils ont été créés avec le même niveau de priorité. Donc, alors voilà. Donc, task 1 va exécuter le bout de code T1 et task 2 va exécuter le bout de code T2.
Donc, le début de T1 et le début de T2 sera conditionné par la demande des sémaphores respectifs. C'est-à-dire que T1 va demander à prendre le sémaphore 1 et T2 va demander à prendre le sémaphore 2. Et puisque le sémaphore 1 est libre, disponible, et le sémaphore 2 est indisponible, on va démarrer avec T1. Donc à la fin de T1, je dois libérer le sémaphore 2 pour donner la main à T2. Et à la fin de T2, je dois libérer le sémaphore 1 pour donner la main à T1. Donc voilà l'exécution de ce graphe de dépendance et de cet exemple de synchronisation avec FreeRTOS. Alors le deuxième exemple qu'on va essayer de voir ensemble, c'est l'exclusion mutuelle entre deux tâches. Cette fois, on va utiliser un sémaphore. Donc voilà deux tâches par exemple, la tâche A, la tâche B, avec un code, voilà, qui sera exécuté en boucle, programme A, programme B. Donc voilà les deux tâches. Maintenant, l'exclusion mutuelle, ça veut dire pendant l'exécution du programme A, je dois bloquer l'exécution du programme B. Et l'inverse. C'est-à-dire l'exécution du programme B doit exclure l'exécution du programme A. Et cette fois, je vais associer un seul sémaphore. D'accord. Donc, je vais créer un sémaphore et je vais l'initialiser à 1. D'accord. Donc, après, les deux sémaphores vont demander à acquérir, les deux tâches, je m'excuse, task A et task B vont demander à acquérir le sémaphore. Là, c'est la tâche qui sera la plus prioritaire ou qui s'exécutera en premier, c'est elle qui va prendre le sémaphore. Donc, supposons que c'est la tâche A qui a pris le sémaphore. Donc, à ce moment-là, donc, on commencera par exécuter son code correspondant. Et la sémaphore B et la tâche B est automatiquement bloquée. Parce que la sémaphore qu'elle demande, elle a été prise par la tâche 1. Et on va attendre la fin de l'exécution du programme de la tâche 1 pour libérer le sémaphore 1. Avec cette libération, donc on pourra donner la main à la tâche B. Elle va prendre le sémaphore. Une fois elle a pris le sémaphore SEM1 et entre dans l'exécution du programme correspondant, automatiquement le programme 1 sera bloqué jusqu'à ce que la tâche B libère le sémaphore 1. À ce moment-là, donc, on pourra revenir à l'exécution de la tâche 1 et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Donc, des deux tâches, en utilisant un seul sémaphore. Donc maintenant, le code, par exemple, FreeRTOS correspondant, donc, on commencera par inclure la bibliothèque correspondante, puis on va déclarer le sémaphore, et on va l'initialiser, le créer. Donc une fois le sémaphore binaire créé, il est créé indisponible initialement, donc on va le libérer avec X sémaphore give pour l'initialiser à 1. Donc on va créer bien sûr le TCB correspondant aux deux tâches. Ici on a donné à la tâche A priorité 2, c'est-à-dire qu'elle sera plus prioritaire que la tâche B. Donc maintenant, pour le code correspondant, donc voilà, on a les deux codes. Ça c'est le programme B, le programme A et le programme B. Donc pour l'exclusion mutuelle, les deux programmes vont essayer de demander le sémaphore au début de leur exécution. D'accord. Et ici, puisque pendant la création, on a donné la priorité à la tâche A, donc c'est elle qui va prendre le sémaphore en premier et va exclure l'exécution de la tâche B, donc elle va bloquer l'exécution de la tâche B. Donc à la fin de l'exécution du programme A, à la fin de son exécution, on peut libérer le sémaphore pour donner la main à la tâche B qui commencera à s'exécuter. Et à la fin de la tâche B, on va libérer le sémaphore pour donner la main à la tâche A, et ainsi de suite. On voit la mise en œuvre
de l'exclusion mutuelle de deux tâches en utilisant un sémaphore. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo concerne les files d'attente ou les queues en anglais. Alors, ces outils de partage de données sont équivalents à des boîtes mail que peuvent utiliser les tâches pour partager leurs données. Donc en effet, supposons qu'une tâche T1 veut partager une donnée avec une tâche T2, et vu par exemple que dans une architecture monoprocesseur, ils ne peuvent pas s'exécuter en même temps, alors pendant l'exécution de la tâche T1, il va enregistrer la donnée qu'il veut partager dans la file d'attente. Et quand l'ordonnanceur donnera la main à la tâche T2 pour s'exécuter, cette dernière peut alors récupérer la donnée en lisant la même file d'attente. Donc c'est comme une boîte mail comme j'ai dit. Alors selon le même principe qu'une tâche ou un sémaphore, donc la création d'une file d'attente revient à la création d'une structure de données appelée QCB. QCB qui contiendra l'ensemble des ressources propres à la file d'attente, à savoir le nom de la file d'attente, d'accord, la longueur de la file d'attente, c'est-à-dire combien de messages et combien de données elle peut contenir, et la taille de chaque élément. C'est-à-dire est-ce que c'est 8 bits ou 16 bits. Donc il y a la longueur de la queue, et combien d'éléments, et la taille de chaque élément. Bien sûr, il y aura une mémoire qui sera associée à cette file d'attente. Il y aura un identifiant unique, et cette fois, il y aura deux files. Pour cette queue, il y aura deux files d'attente associées, correspondantes. Une file d'attente pour Send Task Waiting List, ça veut dire les tâches qui veulent envoyer une donnée vers la file d'attente, mais ils trouvent que la file d'attente est pleine. Donc là, ils vont attendre dans cette liste d'attente jusqu'à ce que la queue se libère. Il y a l'inverse. Il y a les tâches Receiving Task Waiting List. Ça veut dire des tâches qui attendent de recevoir des données et ils trouvent que la queue est vide. Alors si la queue est vide, la tâche est mise dans cette file d'attente, Receiving Task Waiting List, en attendant que l'élément ou la valeur qu'ils vont recevoir arrive dans la queue. Donc une Sending Task Waiting List pour les tâches qui veulent écrire dans la queue mais qui trouvent que la queue est pleine. Et Receiving Task Waiting List pour les tâches qui veulent lire ou recevoir une donnée de la queue et ils trouvent que la queue est vide. Donc voilà, donc en résumé, voilà ce que contient le QCB, un identifiant ou un nom unique, des tampons mémoire qui vont contenir les données qui seront stockées dans cette queue, la taille maximale de la queue, ça veut dire combien d'éléments on pourra stocker dans cette queue, et le type de données qui seront stockées. Bien sûr, en indiquant le type de la donnée, on va indiquer la taille de la donnée. C'est-à-dire, si c'est int, ça sera une donnée sur 16 bits. Si c'est char, ça sera une donnée sur 8 bits. Alors, donc, la figure suivante va représenter le diagramme d'état d'une file d'attente avec les différentes opérations qu'on peut effectuer avec. Donc, initialement, une file d'attente ou une queue, quand elle est créée, elle est vide. Donc, elle est vide. Alors, dès qu'un message est envoyé à la file d'attente, elle devient non vide. Et à chaque fois qu'une tâche envoie un message, il y a un compteur qui s'incrémente. Et à chaque fois qu'une tâche reçoit un message de la file d'attente, il y a un compteur qui se décrémente. Si le nombre d'éléments maximal de la queue est atteint, la file d'attente devient pleine. Donc voilà. Et bien sûr, vu ce principe ou ce diagramme d'état, on voit aisément qu'on aura besoin de fonctions pour créer, pour initialiser la file d'attente, des fonctions pour send
pour envoyer dans la file d'attente et des fonctions pour receive, pour lire la file d'attente. Donc les opérations typiques, donc pour les décrire, donc les opérations qui vont concerner la manipulation des files d'attente ou que, on va commencer par les opérations de création et de suppression. Donc lors de la création d'une file de messages, le développeur doit décider le nombre maximal de messages qu'il va mettre dans cette queue, la taille maximale des messages et l'ordre bloqué tâche en attente. Est-ce qu'il va first in, first out ou ils seront bloqués par ordre de priorité. Donc ça doit être décidé lors de la création de la file d'attente. Maintenant, en supprimant la file d'attente ou la file de message, donc file de message ou la queue, donc automatiquement elle va débloquer toutes les tâches qui étaient en attente. Aussi bien donc les tâches qui étaient dans la file waiting receiving task ou waiting sending task. Donc l'appel bloquant, chacune de ces tâches renvoie une erreur où les messages contenus dans les files d'attente seront perdus parce que la mémoire sera libérée. Donc toujours pour l'envoi des messages, donc on a dit qu'il y a deux façons d'organiser les données, les messages dans cette file d'attente, soit en mode first in, first out, c'est-à-dire le premier message qui entre, c'est le premier message qui sort, ou first in, first out, le premier message qui entre, c'est le premier message qui sort. C'est le dernier message qui sort. Donc voilà, le premier message qui est entré, il est ici. Donc last in, first out. Donc toujours pour l'envoi des messages, donc si la file d'attente est pleine, donc à ce moment-là, il y a différentes politiques de blocage des tâches en fonction de la procédure utilisée. Donc la première politique, c'est pas de blocage. Donc la tâche qui voulait envoyer une donnée vers la queue va continuer son exécution avec retour d'une erreur comme quoi la queue est pleine. Deuxième politique, blocage avec un délai d'attente, un timeout. Donc la tâche est débloquée si le message attendu se libère de la queue ou que le délai expire. Dans ce cas, une erreur est envoyée et il bloquante. Blocage permanent, donc la tâche reste bloquée dans une file d'attente jusqu'à ce que le message se libère de la file ou jusqu'à ce que la file soit vide pour écrire mon message. Donc une chose, donc task waiting list, ça c'est la liste d'attente des tâches qui sont en train d'attendre. Soit c'est organisé first in, first out, c'est la première tâche qui entre dans la liste, c'est la première qui sera servie, ou par priorité, ça veut dire les tâches en attente seront mises dans cette liste d'attente, et dès que la queue se libère, c'est la tâche de plus grande priorité, c'est elle qui va écrire dans la file d'attente. De la même façon qu'on a fait avec les sémaphores, on va faire ça avec les files d'attente ou les queues. C'est-à-dire du point de vue pratique, on va voir la mise en œuvre des files d'attente dans FreeRTOS. Donc là aussi, c'est la même philosophie. On doit inclure la bibliothèque correspondante aux files d'attente, la bibliothèque queue.h. On doit déclarer la file d'attente comme étant un objet queueHandle et on doit créer la file d'attente. Donc en créant la file d'attente, on doit indiquer la longueur de la file, c'est-à-dire le nombre de messages qu'on peut mettre dans cette queue et la taille de chaque message, item size. Donc la création demande deux paramètres, la longueur de la queue et la taille des éléments qu'on va mettre dans cette queue. Maintenant, pendant l'exécution des tâches, elles peuvent soit envoyer un message dans la queue avec X que send. Là, on indique la file d'attente. On va pointer la
la variable qui contiendra la donnée à envoyer, on indiquera le nombre de ticks à attendre avant de passer en mode bloqué et de générer un message. Maintenant, si on veut récupérer une donnée, c'est X que receive, on indique la file d'attente et on va pointer une variable qui va contenir cette fois la donnée qui sera lue de la file d'attente. Et on indique le nombre de ticks d'horloge qu'on va attendre. Il y a d'autres fonctions spécifiques comme une fonction qui permet de remettre à zéro la file d'attente. X que reset, ça ne supprime pas la file d'attente, mais ça initialise la file d'attente la position vide, c'est-à-dire elle va vider la liste d'attente. Donc c'est ça, remise à zéro. Et il y a bien sûr la suppression carrément de la file d'attente, X que delete. Donc là, elle va la supprimer, elle va supprimer son QCB et elle va libérer la mémoire qu'elle occupait. Donc, de la même façon, on va prendre un exemple de deux tâches qui veulent partager une donnée. Donc, on va, dans un premier lieu, inclure la bibliothèque correspondante. Après, déclarer la file d'attente, file 1. Après, créer la file d'attente. Ici, j'ai créé une file d'attente qui contiendra 5 éléments. Voilà. Et la taille de chaque élément sera int, size of int, c'est-à-dire de 16 bits. Je crée les deux tâches qui vont communiquer entre eux, la tâche A et la tâche B. Ils auront la même priorité. Donc voilà leur code. Donc par exemple pour la tâche A, voilà, supposons qu'elle pendant son exécution, elle aura besoin d'envoyer une donnée vers la tâche B. Ça veut dire ici, entre deux bouts de code, elle va exécuter X que send, elle va indiquer la file d'attente où il va envoyer la valeur et bien sûr un pointeur vers la valeur la variable qui contient la valeur à envoyer. Bien sûr ici la variable a été déclarée de type int. Alors on n'indique pas la variable mais un pointeur vers la variable, toujours, le symbole est. Et le délai d'attente, 10 ticks. Et continue son exécution. Donc, quand l'ordonnance ordonnera la main à la tâche B, là, pendant son exécution, par exemple, elle pourra récupérer, voilà, receive, elle pourra récupérer la valeur de la file d'attente. Donc là aussi, on a déclaré une variable qui va contenir cette valeur. Et là, le if, c'est-à-dire si la fonction x que receive envoie la constante PD passe, ça veut dire la réception s'est effectuée avec succès. Là, j'exécuterai par exemple le code P2 qui va travailler avec la variable récupérée. Donc voilà, donc ça c'est une prise en main où des notions de base, des files d'attente et des sémaphores concernant les noyaux à temps réel.